très présent, je crois qu'il est très présent. D'ailleurs, il est très présent d'une manière positive et négative. On peut exagérer, sans exagérer, parler d'un noyau traumatique. Chez Nahda, pas seulement chez Nahda, mais chez beaucoup de Tunisiens. Je vois par exemple aujourd'hui le fait qu'une grande majorité des Tunisiens n'est pas tentée par la violence politique ou n'est pas tentée par l'arbitrage de la rue, par exemple. C'est aussi ce noyau traumatique, parce que les Tunisiens ont longtemps vécu une situation où ils ont, à mon avis, subi les conséquences d'un régime répressif, et je peux même dire de choix de certains acteurs politiques. Aujourd'hui, le fait que les Tunisiens sont, à mon avis, d'être très prudents par rapport à l'arbitrage de la rue, de tous bords d'ailleurs, de tous bords, dit aussi l'ancrage de ce noyau traumatique. Mais pour revenir à Nahda, oui, ce noyau est là, il a été forgé, à mon avis, dans la prison, il a été forgé dans les familles, puisque les économies psychiques des familles sont complètement transformées. Il y a aussi l'exil qui a pu être un profit pour certains, mais qui a aussi participé, à mon avis, à la constitution de ce noyau traumatique. Et un noyau traumatique, bien sûr, si vous ne le traitez pas, il vous agite. Parce qu'un noyau traumatique, quand vous le traitez, il vous anime. Mais un noyau traumatique que vous ne traitez pas, c'est un noyau qui vous agite, que ce soit pour les personnes ou pour les collectifs. Donc, je pense que le noyau traumatique des Nahda, à mon avis, n'est pas complètement traité. Et on le voit dans certains réflexes, de certains cadres, on le voit dans certains discours, on le voit dans certains positionnements vis-à-vis de certaines questions. Certains ont parlé de pensée assiégée, certains ont parlé de pensée paranoïaque, par exemple chez les cadres des Nahda, ou de pensée méfiante vis-à-vis du collectif tunisien. Bien sûr, certains ont parlé aussi de posture revancharde des Nahda. Certains ont parlé aussi, ils ont dit, ils ont tellement été sevrés qu'aujourd'hui ils bouffent comme des affamés. Ils bouffent le pouvoir, je ne sais pas. Et je crois que ce sont des pensées exagérées. Parce que les gens oublient que le noyau n'appartient pas seulement à Nahda, mais appartient à toute une société. Et ils oublient aussi qu'on mûrit aussi grâce à ces expériences. Est-ce qu'aujourd'hui, l'expérience qu'a vécue Nahda est assez traitée pour devenir quelque chose de positif pour le collectif tunisien? C'est la grande question. Moi, je pense que Nahda avance un tout petit peu sur cette question. Je crois aussi que certains ont été complètement atteints, je parle d'individus, de collectifs, parce que quelque chose a été brisé en eux. Mais grosso modo, je pense aussi qu'un des enjeux de la transition, c'est permettre le traitement de ce grand noyau traumatique de cette Tunisie. Là aussi, c'est un exemple typique de ce qu'est un malentendu, de ce qu'est l'absence de confiance. Parce que là aussi, vous dites par rapport à l'ordonnancement, c'est exactement cette idée. Par rapport à l'ordonnancement, vous avez un programme qui propose des mesures urgentes, c'est un peu le programme de M. Jebel à l'époque, et par la suite un début de réforme structurelle, tout en menant un dialogue entre les différents partenaires pour pouvoir, dans quel cadre s'intègrent ces différentes réformes structurelles. Mais il fallait débuter quand même par certaines réformes structurelles. Mais il y a une ligne qu'on a appelée la ligne urgence. Et la ligne urgence, c'est quoi? C'est dire, voilà, on va dresser une carte et dire quels sont les gens qu'on doit mettre sur les rails pour qu'ils disent, ouais, le processus de transition me concerne et je peux m'y intégrer. Une des parties, bien sûr, c'est ces gens-là qui ont vécu une vingtaine d'années complètement réprimés. Parce qu'ils voient la distribution et ils disent, au nom de quoi on ne serait pas concerné par la distribution? Tout simplement parce que notre parti fait partie du gouvernement. Après tout, et ça c'est un grand apprentissage politique chez les Nahdaouis, parce qu'à un moment donné, le parti s'est interposé entre les militants et le gouvernement pour dire que ce n'est pas une priorité. Parce que oui, nous faisons partie du gouvernement et il risque d'y avoir un conflit d'intérêts. En plus, il y a des machines médiatiques qui ont repris l'événement, qui en ont fait autre chose que ce que c'était au départ. Et donc le parti s'est interposé. Moi, je parle de quelque chose que la délibération au sein du parti a dit, c'est votre droit, mais il faut le différer. C'est votre droit, il faut le différer. Et certains ont dit qu'il faut le différer, par exemple, dans le cadre de la loi sur la justice transitionnelle, etc. Voilà. Donc il y a eu ce débat, cette délibération, il y a eu.
Mais certains, justement parmi les militants des Ennahda, et qui certains ne sont plus à Ennahda, disent nous sommes vraiment des victimes du système, et nous voulons que vous nous remettiez sur les rails. Et à un moment donné, la médiation entre le parti, les militants et le gouvernement a complètement volé en éclats. Ce qui a donné à Atisam al-Qasr. Pour dire que, ok, ça ne nous concerne pas ce type d'agencement, cette triangulation, ça nous concerne pas. On va agir comme tout le monde, comme les régions, comme certains corps, pour dire, dans cette distribution, dans cet ordonnancement, nous voulons aussi nous considérer comme une des urgences de la République. C'est tout. Et ce qui, à un moment donné, fait en sorte que le parti n'arrive plus, je vous assure, n'arrive plus à se faire écouter par des gens qui disent nous allons nous considérer pas comme des militants appartenant à un parti, mais comme des citoyens ayant des revendications qui peuvent figurer sur les priorités de ce gouvernement et on s'en fout de sa couleur. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer parce que ces gens-là sont allés vers le reste du collectif des associations et des partis pour dire que notre cause est juste comme les autres causes. Il ne faut pas y voir une instrumentalisation de notre présence dans le gouvernement, c'est un droit. Et ces gens-là ont été assez intelligents pour dire qu'au sein même des militants, nous vous proposons quelques centaines qui sont vraiment dans une priorité quasi humanitaire. Parce qu'il n'y a pas que seulement les ministres aujourd'hui qui ont des costumes et des voitures. Par exemple, comment vous pouvez faire en sorte aujourd'hui que vous apaisiez les traumas? Ben justement par des processus de réparation, par des processus de reconnaissance, par des processus de réparation. C'est très important cette affaire-là. Nier, c'est vraiment dans le cas, à mon avis, miner. Nier, c'est miner le processus. Donc il y a des processus de reconnaissance et des processus de réparation. Là aussi, je suis d'accord avec vous, il faut savoir les ordonnances. Oui, bien sûr, c'est la justice transitionnelle, mais en même temps, il y a eu débat aussi sur le fait qu'en attendant la mise en place de c'est ce qui s'est dit, hein, c'est le militant dit ça, en attendant la mise en place de ce cadre-là, pouvez-vous, vous, État tunisien, à reconnaître bien sûr notre cause, ça c'est une reconnaissance quasi morale, et deuxièmement, mettre en place des mécanismes de réparation pour prendre en charge les plus faibles d'entre nous. Attention, c'est vraiment les plus faibles d'entre nous, et qui aujourd'hui sont sur le carreau social. Et en disant que vous pouvez nous considérer comme des urgences transversales, voilà, transversales, et je crois que c'est un bon apprentissage quand je me suis dit, nous, ce qui les tenait, à mon avis, c'est pas le gouvernement, c'est pas la couleur du gouvernement. Ce qui les tenait, c'est vraiment la décision du parti, en disant attention, c'est vraiment au niveau justement perception, c'est très dangereux pour le parti, on va différer ça pour la préélection. Et à un moment donné, les gens disent écoutez, on s'en fout de votre calcul partisan, nous avons des droits comme les autres. Et je crois qu'au niveau de la mise en cause, c'est-à-dire prendre un truc et le transformer en cause, au niveau de la mise en cause, ces militants ont réussi quelque chose en disant que nous sommes comme les autres, les citoyens comme les autres, et en même temps, nous pouvons comprendre aussi qu'au sein même de cette cause, on peut prioriser. Oui, donc, et je crois que ce qui a permis que le dossier avance un tout petit peu. À condition de ne pas tomber dans les deux extrêmes. Le premier extrême, c'est ce que vous avez pointé, le monopole de la position de victime. Et la deuxième position extrême, c'est vraiment la dilution. La dilution. Entre les deux, je crois qu'il y a quelque chose à trouver, il est trouvable, et on ne peut pas le trouver si on n'a pas le cadre propice pour le traiter. Le cadre propice pour le traiter, c'est vraiment ralentir cette expérience suisse. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. La ralentir parce qu'elle roule à une cadence infernale. Et la ralentir, lui proposer un cadre et un rythme qui fait que ce type de problème, et pas seulement parce qu'il y a d'autres problèmes, bien sûr, il y a des problèmes économiques et sociaux, puisse être traité dans ce type de cadre. Et à mon avis, un des aspects qui interroge par rapport à la qualité de la transition, c'est justement ce qu'on n'arrive pas à créer ces espaces et à proposer ce rythme et ce temps où ce type de questions soit traité. Alors bien sûr, on peut parler aussi du trauma régional, de la fracture régionale, de la fracture générationnelle. Et tout ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui mérite que les acteurs puissent installer un cadre propice à ce type de traitement. Alors aujourd'hui, on a
quelque chose qui fait pression de l'intérieur du pays, mais aussi quelque chose qui fait pression de l'extérieur du pays, qui fait que la Tunisie, les Tunisiens doivent convoquer leur intelligence collective pour pouvoir proposer un cadre où toutes ces questions-là peuvent être traitées. Parce que ce qu'on a, dès qu'il y a eu levée de la chape de plomb le 14 janvier, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment quelque chose de massif qui mérite d'être traité. Et les gens se bousculent pour dire moi le premier, moi le premier, moi le premier. Et on a quelque chose de massif qui mérite d'être discriminé et d'être par la suite donc revu d'une demande massive à une demande discriminée et d'une demande discriminée à une demande priorisée. Et pour pouvoir faire tout ce travail-là, il faut vraiment un minimum de consensus sur comment passer du massif, parce que vraiment la révolution c'est vraiment une demande massive, un cri, pour la disposer par la suite dans quelque chose de discriminé au niveau des questions sociales et politiques et économiques, pour par la suite la prioriser, parce que finalement la transition c'est une proposition des acteurs à toute la population de dire ce que vous avez fait dans un moment massif, je vais le prendre, le disposer, l'ordonnancer avec la promesse que ce que vous avez fait soit par la suite donc traité. Alors c'est toute cette opération qui est aujourd'hui en train de passer.